Bonjour David Claraval. Bonjour. Vous êtes ministre au gouvernement fédéral, entre autres en charge des PME, des indépendants, des classes moyennes. Alors, plusieurs actualités qu'on voulait évoquer avec vous ce matin. C'est évidemment jour de Codeco, comité de concertation. Ce vendredi, peut-être un point sur les chiffres. L'état sanitaire, on est où là? On en est où? Mais écoutez, aujourd'hui, on peut se réjouir parce que les chiffres qui sont présents sont nettement meilleurs encore que les projections qui avaient été faites par les modèles mathématiques et par les virologues. Donc on peut se réjouir de voir que la courbe va dans le bon sens et surtout plus vite que prévu. Et ça, on doit le dire clairement, c'est grâce à la vaccination. C'est grâce au fait que les Belges répondent bien et se font vacciner en masse. Et donc, je crois pouvoir dire que si la tendance reste en ce sens-là, on devrait certainement, courant le mois d'août, avoir atteint les chiffres, les objectifs atteints. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des conséquences en termes d'assouplissement, j'imagine, pour le comité de concertation. Qu'est-ce qui est sur la table? Qu'est-ce qui est proposé? On va peut-être prendre les choses dans l'ordre au niveau de l'ORECA notamment. Là, il y a une demande, puisque les tables, pour le moment, c'est limité à 4 en l'intérieur. Il y a une demande pour pouvoir élargir. Ce serait logique, ça? Alors il y a les fédérations avec qui je parle quasiment toutes les semaines sont demandeuses de toute une série d'améliorations, d'assouplissements. Vous avez raison, agrandir la table de 4, des horaires encore plus flexibles parce qu'aujourd'hui 23h30 ça reste encore contraignant. Aller au-delà, oui. Ils veulent aussi pouvoir avoir une plus grande densité à l'intérieur. Il y a encore des questions qui se posent sur le plexiglas par exemple, ou alors sur les appareils qui traitent le virus. Donc voilà, ce sont des demandes qui sont formulées. Je les ai bien sûr entendues, je les ai répercutées sur la table du gouvernement. On a déjà eu plusieurs réunions. On clôture la procédure cet après-midi. J'ai bon espoir que plusieurs soient entendus. Je pense qu'on pourra certainement élargir la table. On pourra aller au-delà de minuit avec les heures d'ouverture. La table à 6 ou à 8 personnes? Ça, c'est pas encore définitif. Donc je préfère ne pas encore donner le chiffre parce qu'il y a encore des discussions. Mais soyons de bon compte, vu les chiffres, on peut quand même être ambitieux, je pense, à ce niveau. Donc un message d'assouplissement pour l'ORECA. À côté de l'ORECA, il y a quoi encore tu vas discuter? Il y a les forains notamment. Alors les forains, moi, ça fait trois Codeco que je mets là. Oui, la première fois pour des raisons administratives, la seconde fois parce que la police est venue poser la question pour le Vogelmark à Anvers. On se rend compte en fin de compte qu'il y a quasiment très peu de grands marchés ou de grandes fêtes foraines qui atteignent des chiffres au-delà de 5000. Donc moi j'ai proposé clairement que l'on puisse dire qu'il n'y a plus de règles, sauf la distanciation sociale évidemment, les masques, dans des fêtes foraines ou des marchés de moins de 5000, et qu'au-delà de 5000 personnes en même temps, à ce moment-là, on puisse simplement mettre des entrées et des sorties avec une canaliser les gens. Canalisation comme on fait dans les grandes rues commerçantes. Alors, et à côté de ça, les boîtes de nuit, rien à en attendre, c'est trop tôt, ça c'est compliqué. Hein, voilà, j'ai rencontré encore récemment plusieurs gérants de boîtes de nuit, donc j'ai demandé aussi qu'on puisse organiser une réunion avec le commissaire Corona, Pedro Facon, dans les jours qui viennent, pour pouvoir évoquer cette question. Moi, je crois qu'une fois que la totalité des Belges auront été vaccinés ou auront eu la possibilité de se vacciner, donc comme on le disait tout à l'heure au mois d'août, je pense qu'après, il n'y a plus de raison de fermer les boîtes de nuit. Je crois qu'au mois de septembre, on doit pouvoir dire, voilà, les boîtes de nuit peuvent ouvrir. À tout le monde ou juste aux vaccinés? Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra mettre des règles un peu spécifiques, mais en tout cas, moi, je ne vais pas fermer encore 6 mois ces entreprises qui sont déjà fermées depuis plus d'1 an. Et donc, je crois qu'elles doivent aussi pouvoir reprendre leur activité une fois que la population aura eu l'occasion de se faire vacciner. Vous êtes pour permettre, David Claraval, aux seules personnes vaccinées d'accéder aux boîtes de nuit, ou ce serait peut-être quoi un peu... Il faudra en tout cas un protocole spécifique. On va y réfléchir. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion avec le commissariat. Et en tout cas, pour des situations bien spécifiques comme celle-là, je suis ouvert à la créativité, clairement. À la créativité. Bon, la bulle sociale, là, elle va être élargie à l'intérieur. Les gîtes et la bulle sociale sont liés. Donc, vous savez qu'il y a une demande forte de la Fédération des gîtes de Wallonie, notamment pour pouvoir, les grands gîtes de plus de 15 personnes, de pouvoir ouvrir. Et pour cela, il faut permettre qu'il y ait en effet une plus grande bulle. Donc, aujourd'hui, on est à 4, au-delà de la famille. Il faut que la bulle grandisse. Et j'aimerais bien aussi qu'on ait une dérogation spécifique pour les gîtes. Vous savez, on va permettre aux Belges d'aller en vacances en Espagne ou en Italie et d'être dans des hôtels de plusieurs centaines de personnes.
Et pendant ce temps-là, on interdirait aux Belges d'aller dans un gîte en Wallonie où il y a 40 places. Donc ça n'est pas tout à fait... Et moi, j'aimerais bien quand même qu'on n'oublie pas ces gîtes. Katharina, sur les réseaux. Oui, alors il y a beaucoup de questions sur les écrans géants pour regarder les matchs de foot. Et globalement, en fait, elles se demandent pourquoi est-ce qu'on peut regarder un match à l'intérieur et pourquoi certains restaurants ne peuvent pas mettre un écran à l'extérieur. Ouais. Il y a eu de l'incompréhension là-dessus sur les écrans. Mais normalement, a priori, à ma connaissance, on peut mettre des écrans sur le domaine public et dans certains restaurants. Il faut demander une autorisation. Il faut demander l'autorisation à chaque commune. Ah oui, du coup, ça veut dire qu'il y a des rassemblements qui ont eu lieu dans des cafés, alors que c'est quand même plus Covid-friendly de le faire à l'extérieur. Il faut toujours l'autorisation de la commune. Ça, c'est la base. On voit que le Tomorrowland, par exemple, a bien compris ce qui se passe, puisque le bourgmestre là-bas souhaite interdire Tomorrowland, si j'ai bien compris. Pour les écrans géants, c'est la même chose. Si le bourgmestre estime que les conditions ne sont pas rencontrées, parce qu'il y a des protocoles stricts, par contre, moi j'ai vu, et même dans ma commune, il y a des écrans géants qui sont installés, les gens respectent bien les règles, et donc moi je me réjouis que ça ait pu avoir lieu, et c'est toujours soumis aux impératifs communaux. Mais donc les grands événements, vous parliez de Tomorrowland, mais il y a d'autres festivals de musique, et on a reçu différents directeurs de festivals. Le message est de dire, bon, on va vers ces festivals, quoi, alors. Oui, on a cité certains grands festivals, mais je vais prendre un autre exemple. Dans ma région, on a les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce sont ces marches folkloriques avec des personnes qui sont en uniforme d'époque. Eh bien, elles vont pouvoir reprendre à partir du mois de juillet. Et donc, jusqu'à 2000 personnes, en gardant les distanciations sociales, en ayant un masque, on pourra avoir les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc il y a toute une série d'activités comme ça qui vont reprendre dès le 1er juillet. Bon, ça c'est pour les assouplissements et le retour à la vie normale, entre guillemets. À côté de ça, il y a le volet aide d'Aviclar Larinval. Et là, il y a le chômage temporaire, il y a le droit passerelle pour les indépendants. Bon, inquiétude, parce qu'ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, les indépendants, tant ceux qui bénéficient aussi du chômage temporaire. D'abord rappeler que je me réjouis qu'on ait pu obtenir cette semaine une décision du gouvernement sur une proposition que j'ai formulée il y a déjà un petit moment. C'était quoi ? Qui était d'octroyer, on a dit une prime, mais en fait c'est un complément au droit passerelle de 500 € net pour tous les indépendants qui ont été fermés pendant 6 mois. C'est-à-dire qui ont eu une passerelle ou une double passerelle entre le mois d'octobre et le mois de mars de cette année-ci. Et donc, si vous avez été fermé si vous avez reçu une passerelle ou une double passerelle pendant cette période, minimum 6 mois, eh bien, vous aurez automatiquement cumulable, net, 500 €. Net, pas brut. Oui. Non, c'est net parce qu'on a obtenu pour cette volet-là une taxation spécifique de 16,5%, en ce compris pour les chefs d'entreprise. Et donc ça, c'est à mettre en parallèle évidemment avec l'accord interprofessionnel qui a octroyé également 500 € pour certains secteurs. Et sur la fin du chômage temporaire ou du droit passerelle, justement, c'est programmé pour quand ça, en théorie ? Alors pour le moment, tant le droit passerelle que le chômage temporaire courent jusque fin septembre. Ah, donc après ça c'est fini. Pour le moment, toutes les aides sont limitées jusqu'à la fin du mois de septembre. Il est clair qu'après le mois de septembre, c'est ce que je plaide aujourd'hui, c'est qu'il y a un phasing out des aides. C'est-à-dire que certaines vont sans doute s'arrêter, d'autres devront être prolongées, peut-être avec une révision de la manière dont on les octroie. Exemple, le droit passerelle, je travaille avec les partenaires sociaux pour avoir une version de phasing out du droit passerelle qui permette quand même à certains secteurs qui seront peut-être encore fermés au-delà. Lesquels, par exemple ? Eh bien, les boîtes de nuit, on en parlait tout à l'heure, mais dans l'événementiel, il y a encore des activités qui n'auront pas lieu. Il y aura encore malheureusement quelques indépendants qui seront fermés. Donc pour ça, on ne va pas les laisser sur le carreau pour cela. Jusqu'à la fin, on devra les aider. Tant qu'ils n'ont pas retrouvé des activités normales, on devra les aider. Et donc, je pense qu'on va adapter les systèmes d'aide. Pierre-Yves Derman travaille sur le chômage temporaire par ailleurs, pour justement accompagner la sortie de crise, mais là, en espérant qu'il n'y ait pas de Vous ne craignez pas, David Larinval, que certaines personnes restent sur le carreau et ne retrouvent pas leur emploi d'auparavant, finalement. Mais le chômage temporaire se transforme en chômage, Il y aura peut-être quelques situations malheureuses, mais moi j'ai entendu le gouverneur de la Banque nationale il nous explique que les chiffres, en fait aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. Dans l'ORECA, des restaurants ne savent pas ouvrir. Le problème c'est le manque d'adéquation entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. Là on n'arrive pas à faire coïncider ça. Exactement, il y a une vraie pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs spécifiques et donc nous on espère qu'on va pouvoir aussi au niveau des organismes régionaux mettre en place des incitants pour que les personnes reprennent
reprennent ces emplois. Et augmenter le différentiel justement entre le chômage et le salaire minimum, hein, puisqu'on posait la question, hier il y avait Raoul Debeau sur ce siège à votre place, qui lui disait non, on va certainement pas diminuer les allocations de chômage, donc le différentiel, comment on fait alors? Mais c'est ce qui a été fait avec l'accord interprofessionnel, puisque vous avez vu qu'on a à la fois, on va augmenter le salaire minimum, il va y avoir, ce sont des décisions des partenaires sociaux, mais pour ne pas que ce soit coûteux pour l'entreprise, via des diminutions fiscales et parafiscales. Oui, donc ça veut dire que le salaire poche du travailleur sera plus élevé, mais l'employeur, parce qu'il ne faut pas perdre de compétitivité par rapport aux entreprises, payera une partie seulement de cette augmentation, parce que c'est l'État qui fera la différence. Katharina. Oui, c'est vrai que hier on recevait Raoul Debeau, mais aussi Catherine Dans, qui est notre chroniqueuse éco, et on parlait de ça aussi, du manque de main-d'œuvre, du manque de travailleurs, et elle disait que c'était aussi parce que certains se sont attachés finalement à ces aides Corona. Et donc d'après vous, la solution c'est quoi en fait pour aller rattraper ces travailleurs, les inciter à retrouver leur emploi, là où peut-être certains se disent finalement j'ai encore mon aide, je suis très bien comme ça. Oui, il ne faut pas tomber dans des pièges à l'emploi où la situation dans le chômage est plus confortable que dans une situation de travail. En tout cas, n'est pas suffisamment rentable ou n'est pas suffisamment... C'est souvent le cas en Belgique, ça existe quand même. Ça existe, évidemment. Et surtout ici avec l'aide Corona qui a été vraiment donnée en grande masse. Et ce qu'on demande depuis plusieurs mois, c'est qu'on filtre et qu'on nuance cette aide. Oui, mais jusqu'à présent, reconnaissons que on avait bien besoin de ces aides-là. Personne n'était au chômage Corona par plaisir. Mais maintenant, il y a des offres d'emploi, quoi. Maintenant, le secteur ouvre, et donc c'est pour ça que les aides actuelles se termineront fin septembre et seront remplacées dans certains cas par des systèmes qui seront sans doute plus incitatifs, clairement. Mais comment vous expliquez, pour revenir encore sur ce chapitre du manque de cohérence entre les offres d'emploi et le stock de demandeurs d'emploi, comment on met les deux en relation? C'est quoi? C'est la formation en entreprise? Qu'est-ce qui marche pas, quoi? Il y a la formation, évidemment, mais soyons de bon compte. C'est pas votre compétence de pousser dessous, mais bon, en Wallonie, c'est le Forem, à Bruxelles, c'est l'Orbem, enfin, Actiris, et donc ce sont des organismes régionaux qui doivent faire leur boulot. Et on voit qu'il y a certaines initiatives qui sont à saluer. Donc récemment, j'ai vu que on avait, et c'est à l'initiative de la Poste, on avait mis en place une formation accélérée de demandeurs d'emploi pour devenir agent des postes. Et c'est une centaine de contrats qui ont été signés très rapidement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une dynamique avec une politique ciblée vers les poches d'emploi qui existent dans ce pays. Exemple, dans l'Oreca, il y a maintenant toute une série d'emplois qui sont ouverts et qu'il faut prendre. Maintenant, soyons de bon compte. Il faut prendre, quoi. Donc il faut forcer les gens à accepter des boulots. À un moment donné, les régions doivent aussi être un peu plus fermes vis-à-vis des demandeurs d'emploi qui restent trop longtemps dans un secteur. Mais donc alors ça c'est tout le volet qui est assez tabou sur la limitation de la durée des allocations de chômage dans le temps. Oui, mais écoutez, vous savez ce que je pense là-dessus, mais dans le gouvernement... Non, rappelez-le nous. Moi, mais je suis pour qu'on puisse limiter dans le temps, mais c'est un avis personnel. Dans l'accord c'est pas l'avis de votre parti, quoi. Mon parti est sans doute en ligne avec ce que je viens de dire, mais l'accord du gouvernement ne prévoit pas ça. Donc je ne vais pas vous dire ici quelque chose qui est contraire à l'accord du gouvernement. Et donc moi je ne vais pas plaider ici pour quelque chose qui n'est pas conforme à l'accord. Oui, ça vous mettrait en porte-à-faux. Disons on m'accuserait de dire des choses qui... Si on n'est pas dans l'accord, on ne le fera pas, c'est tout. D'autant que si on élargit un tout petit peu, je me permets, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les certificats maladie qui s'obtiennent manifestement très rapidement. Et donc je vois ici des employeurs dire que c'est un vrai problème pour eux. J'ai connu en tant que bourgmestre, j'ai eu un médecin qui avait fait un certificat médical parce qu'il y avait de la neige sur la route. Bon, je me suis rappelé que la neige sur la route n'était pas une maladie. Et donc j'ai dénoncé ce médecin à l'ordre des médecins. Mais c'est une minorité. Ne disons mais en pas période médecins... Corona, c'est vrai que dès qu'on tousse un peu ou qu'on se sent pas très bien, finalement, on obtient un certificat très rapidement. Mais je crois que la période Corona a été une période quand même de crise difficile, différente de la normalité. Ce sera plus aussi facile maintenant. Non, on retourne vers une situation plus normale, espérant qu'il n'y ait pas de quatrième vague. Donc je pense que ces excès vont s'estomper. Et comme je le disais, tous les médecins ne font pas des certificats de complaisance. J'en connais aussi qui sont très stricts à cet égard. David Clarinval, dernier chapitre à aborder avec vous, c'est le voile, la STIB. Finalement, le gouvernement bruxellois et la STIB n'iront pas en appel de ce jugement. J'imagine que vous, en tant que représentant libéral, vous déplorez cette décision alors. Oui, mon parti était très clair à ce sujet. On ne comprend pas l'attitude de Défi qui avait évidemment dit qu'il le tiendrait bon. On voit qu'il déçu. Oui, on est quand même déçu de Défi qui ne tient pas, qui ne fait pas ce qu'il dit clairement, et au contraire qui cède face sur ce dossier communautariste clairement.
Donc voilà, moi je me réjouis par contre de voir que le Centre d'action laïque a lui, introduit une procédure pour aller en recours. Donc je vois que le dossier n'est pas terminé, mais je regrette évidemment que Défi n'ait pas suivi et surtout que ce dossier finalement ne soit pas plus pris au sérieux par Écolo et le Parti Socialiste. Je vois aussi que le Parti Socialiste, enfin manifestement, le Parti Socialiste bruxellois n'est pas en phase avec le Parti Socialiste et son président. Ça pose beaucoup de questions. Bon, merci David Clarinval d'être passé sur ce plateau ce vendredi matin.